Bonjour à tous. Donc, Bonjour tout le monde. on va pouvoir commencer dans quelques minutes, en attendant que tout le monde se prépare, que tout le monde se connecte. Donc en fait, on va discuter un petit peu ce soir d'un métier et d'une passion qui nous anime, en espérant que ça devienne votre métier et votre passion. Donc on va discuter par le biais d'une intervention d'une ancienne élève de Hatsa, qui a été une de mes élèves, qui par la suite a été une de mes assistantes, et puis qui aujourd'hui est complètement autonome, vit sa vie professionnelle dans son cabinet. Elle vous expliquera tout ça. Et puis, on vous expliquera un petit peu le mode de fonctionnement pour nous à Hatsa. Voilà. Donc déjà, est-ce que y a des gens d'où viennent les gens qui sont sur le webinaire ce soir? Vous êtes de la région lyonnaise? Je vous laisse le soin de me répondre par chat. On va essayer de parler tranquillement, parce que quand on enlève les masques, on a passé, prenez-moi la journée au cabinet, quand on enlève les masques, on a tendance à parler vite. Donc on va essayer de parler calmement. De bien articuler. De bien articuler. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que ça commence à se remplir un petit peu. On attend un petit peu qu'il y ait plus de monde qui se connecte. Alors là, on va le but de passer est-ce que vous pouvez, pour commencer, s'il vous plaît, sur le chat, nous définir et nous donner vos prénoms pour qu'on sache à peu près à qui on a affaire? Je vois qu'il y a des personnes de Bourgoin. Les personnes de Bourgoin-Jallieu. C'est là où j'ai mon cabinet pour information. Donc en fait, voilà, ce soir on va défiler un petit moment ensemble pour que Prune puisse dans un premier temps vous expliquer quel a été son parcours. Et puis moi je vous ferai une petite présentation de l'établissement, de l'Hatsa, pour qu'on puisse justement faire un petit peu connaissance, que vous fassiez connaissance avec nous dans un premier temps, avant que moi je fasse connaissance avec vous. Et puis pour les gens qui vont être intéressés, de pouvoir aller un petit peu plus loin dans leur démarche et dans leur recherche d'informations sur l'ostéo. Alors, est-ce que déjà le son est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit pouce en l'air pour me dire si le son est bon, si la vidéo passe? Donc voilà, l'idée c'est que on apprenne un petit peu à se connaître, et surtout qu'on réponde potentiellement à vos interrogations sur ce qui va vous animer, potentiellement votre future orientation. Donc en gros, il faut compter une petite participation de 60 minutes environ. On essaiera d'aller dans le vif du sujet, de pas être trop lapidaire, mais d'aller vite quand même, de façon à vous donner les informations essentielles. L'idée, c'est que vous utilisiez votre ordinateur. Voilà. Je vais me mettre en partage de connexion pour que vous puissiez
voilà, suivre un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, on participe sur les règles de participation, donc avec un ordinateur pour que l'expérience soit la plus optimale possible. Hop. Et puis, notez vos questions, vos interrogations. On se fera le plaisir de répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Comme je vous disais, on a essayé de ne pas parler trop vite, mais on est tellement libéré après une journée de cabinet de pouvoir parler sans le masque. Et puis la passion qui nous anime, parfois, nous fait un petit peu accélérer. Donc, n'hésitez pas à me le signaler si jamais vous voyez que ça va un peu trop vite. Comme je vous le disais, on s'est donné un petit moment pour qu'on puisse, pour que cette présentation répondre à vos questions sur la formation en ostéopathie et même sur l'ostéopathie en général. Et il nous a semblé, pour que ce soit le plus opportun possible, le plus précis possible, que la meilleure façon, c'était le témoignage d'une jeune ostéo qui a fait sa formation à ATSA et qui va témoigner un petit peu de tout ça. Comme on tient à votre attention jusqu'au bout, vous recevrez à la fin, si vous restez bien évidemment connecté jusqu'au bout de ce webinaire, la possibilité de venir découvrir, en plus de venir découvrir l'école si vous en avez envie, surtout de venir découvrir notre clinique d'ostéopathie, puisque au terme de cette consultation, pour ceux qui le désirent, on vous offrira 2 consultations dans notre clinique ostéo. On ira même un petit peu plus loin, mais ça, pour le coup, je vais rester un petit peu mystérieux. Ce cadeau supplémentaire s'adressera aux personnes les plus motivées, bien évidemment, et puis surtout à ceux qui décident d'aller un petit peu plus loin, encore une fois, dans leur démarche, et puis qui prendront la décision de venir nous rencontrer ou de venir discuter un petit peu avec nous. Le programme de la conférence, donc, ça va être premièrement de savoir comment on devient ostéopathe en 2001, puisque l'ostéopathie est une profession en pleine mutation qui évolue beaucoup, donc on va revenir un petit peu là-dessus. On va découvrir l'école qui a permis à Prune, qui est présente avec nous bien évidemment sur le webinaire, d'obtenir les clés pour ouvrir son propre cabinet et comment elle a fait le choix de l'école, comment elle a fait le choix de son cabinet et puis comment elle a vécu tout ça. On parlera évidemment, ça revient un petit peu à la question numéro 1, au point numéro 1, mais l'avenir du métier d'ostéopathe en France. Et puis, bien évidemment, en fin de webinaire, on a quelques étudiants actuels de l'ATSA qui seront là et qui pourront bien évidemment répondre à toutes vos interrogations. Donc, en fait, à qui s'adresse cette conférence, de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu sur le tenant et les aboutissants de tout ça. Cette conférence, elle va s'adresser à vous si vous êtes étudiant en terminale, qui avez envie de découvrir le métier d'ostéopathe, et pourquoi pas de devenir plus tard ostéopathe. À vous, si vous êtes étudiant dans quelle que soit l'orientation que vous avez choisie, mais que vous n'êtes pas forcément satisfait du choix que vous avez fait et que vous avez envie de découvrir un autre métier, que vous avez envie de découvrir ce que c'est que l'ostéopathie. Et puis aussi, si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui s'intéressent à l'ostéopathie et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur les formations et ce qui existe comme formation en ostéopathie en France. Voilà, donc je vais essayer de ralentir le rythme parce que je m'aperçois en m'écoutant parler que je parle un peu vite, mais qu'on va quand même rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que votre temps est précieux. Prune, je te laisse la parole. Ouais, ça marche. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi je suis ravie d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager un petit peu mon parcours. Ça fait maintenant 3 ans que je suis diplômée donc de l'école de l'ATSA. Et pour vous raconter un peu mon histoire, du coup j'ai choisi d'être ostéo quand j'étais au lycée. J'étais en première et en fait pour vous raconter la petite anecdote par laquelle je suis arrivée à choisir l'ostéopathie, c'est qu'en fait, à l'époque, je faisais du basket et je me suis blessée sur le genou droit et du coup, j'ai dû me faire opérer du genou, notamment du ligament croisé.
Et à la suite de l'opération, du coup, il y a eu toute une partie rééducation, prise en charge par des professionnels médicaux, notamment kiné et ostéopathie. Et du coup, c'est là que j'ai découvert un peu les métiers de soins. Donc, et j'ai vraiment découvert l'ostéopathie à travers la prise en charge justement de mon genou. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire des séances d'ostéopathie, ça me plaisait de plus en plus et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis tu avais un bon ostéopathe à l'époque, Prune. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance d'être suivie par Yvan et du coup, il m'a parlé un petit peu du métier d'ostéo, comment est-ce que ça fonctionnait, parce que des fois, on vient en séance d'ostéo et puis on voit pas tout ce qu'il y a derrière. On a l'impression que c'est juste, on remet un petit peu en place et puis voilà. Mais c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec Yvan, j'ai vraiment vu le potentiel qu'il y avait dans ce métier et surtout toutes les sphères qu'on pouvait travailler, parce que des fois on a l'image de juste l'aspect un peu mécanique du corps, alors qu'en fait on peut aller beaucoup plus en profondeur, notamment travailler toute la sphère digestive, toute la sphère crânienne aussi, pour vraiment plein de motifs différents. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que c'était un métier qui était très très global et ça m'intéressait vraiment. Voilà, je me suis dit que c'était quelque chose qui me correspondrait bien. Donc au lycée, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ostéo, après j'ai pris contact avec l'école. Donc je voulais faire les portes ouvertes. Au début, je me suis trompée d'école. J'ai pas fait les bonnes portes ouvertes, mais du coup, je suis allée dans une autre école en premier avant d'aller à l'ATSA. Et en fait, je me suis rendu compte que par rapport au discours qu'ils avaient, ça me correspondait pas forcément. J'étais intéressée par l'ostéopathie, mais pas forcément par leur vision des choses. Et puis, par rapport à l'enseignement qu'ils proposaient, je voyais que ça me correspondait pas. Et finalement, c'est vrai que, Prune, je me permets juste de te couper un petit peu. C'est vrai qu'on y viendra un petit peu plus tard, mais vous avez la chance à Lyon d'avoir plusieurs écoles d'ostéo avec chacune des écoles a une identité qui est propre, donc avec très marquée. Donc, je pense que c'est important de trouver l'école qui vous correspond, en fait. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner ce soir. C'est que toutes les formations ont un tronc commun de programme, etc. Mais il y a vraiment une identité propre de chaque école. Et il faut vraiment que chacun se retrouve et se sente bien dans sa formation. Complètement. D'ailleurs, je conseille, moi, aux élèves de faire les différentes portes ouvertes pour voir justement les différentes identités des écoles, parce qu'au moins, ça permet tout simplement de comparer et de voir dans laquelle vous vous sentez le mieux. Et après, je parlerai de pourquoi j'ai choisi l'ATSA, mais je reprends mon fil conducteur. Donc, du coup, je choisis de faire mon école d'ostéo. Je comprends un peu plus pourquoi, en quoi consiste l'ostéopathie quand je fais les portes ouvertes. Et puis là, on approfondit un petit peu voilà le métier d'ostéopathe. On aborde aussi le fait que c'est un métier de toucher, et ça c'est important de le mettre en lumière, parce que du coup des fois on a l'impression que c'est juste l'aspect un peu médical, etc. Mais on est vraiment dans un métier de contact, donc ça il faut en avoir conscience et puis ne pas en avoir peur, voilà, de toucher les gens. Et à la suite de ça, du coup, à la suite des portes ouvertes, il y avait mince, Yvan, aide-moi, après les portes ouvertes, quand on rentrait à l'école, c'est Tu t'en souviens déjà plus, Prune? Non, je me rappelle plus comment ça s'appelle. On faisait les tests d'admission. On fait toujours les tests d'admission et de sélection. Voilà, les tests d'admission. Donc là, ça aussi, j'ai bien aimé, parce que mine de rien, ça nous fait prendre un peu conscience à quoi va ressembler nos études. Voilà, on a des petits tests. Je ne sais pas si c'est toujours le cas avec la palpation des os. Si, mais il ne faut pas trop en dire, parce que si tu commences à dire de quoi sont constitués les tests, si tu veux. Ils vont se préparer sinon. Non, mais c'est toujours le cas, bien sûr. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Exactement, on garde un petit peu le mystère. Mais voilà, en tout cas, ça permet de bien… Prune, simplement, avant de parler de l'école, tu peux… parce que tu avais préparé le petit diaporama là, que je suis en train de découvrir en même temps que toi. Tu peux dire comment tu étais, toi, le bac que tu avais fait, etc. Parce que de mémoire, tu n'avais pas passé un bac scientifique, toi. Hein.
Non, 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 exact. Ouais, j'avais passé un bac éco à l'époque, parce que j'étais pas forcément euh, trop dans les matières chimie, notamment physique-chimie. Ça me parlait pas trop. Et du coup, j'ai passé un bac éco parce que c'était un bac qui était assez général, mais ça m'a pas du tout empêché de suivre correctement, on va dire, le cursus en ostéo. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre à l'école, c'est des matières qui sont complètement nouvelles et différentes, j'allais dire, à part la biologie qui peut être un peu à la suite de ce qu'on voit au lycée. Sinon, c'est que des matières nouvelles. Donc c'est vrai que ça, le bac, ça m'a pas empêché de bien suivre mon cursus en ostéo. Après, c'est vrai que sur les premières années, peut-être que ça t'a demandé un peu plus de boulot, non, de remise à niveau. Complètement. Ouais, alors je dirais que la chose qui m'a posé un peu problème, c'est que en éco, on est plus dans la réflexion. On a beaucoup moins de par cœur que dans le parcours scientifique. Donc, du coup, moi, j'étais plus dans l'analyse et puis la compréhension des choses, et ça me suffisait pour réussir dans les différentes matières en bac ES. Et c'est, on va dire, la seule chose qui m'a un peu fait pêcher dans mes premières années d'ostéo, c'est qu'on est beaucoup sur le par cœur et sur la quantité d'informations à apprendre. Et voilà, j'ai dû bûcher un petit peu plus pour rattraper ça, mais ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été un problème. Donc après, tu es passé à la recherche de ton école, en fait. Exactement. Donc là, j'ai commencé à chercher. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est intéressant d'avoir différentes écoles pour voir un petit peu l'identité et puis voilà la manière de fonctionner de l'école. Et moi, ce que j'ai aimé à l'ATSA, c'est vraiment cet aspect familial et puis prise en charge individuelle. On parle à un élève, on essaie d'apprendre à connaître qui il est en tant que personne. Et ça, j'ai vraiment aimé cette proximité qu'il y a eu directement avec les profs. J'ai bien aimé aussi le fait que dans la direction, dans les personnes qui sont à la charge de l'école, je pense que c'est important de le dire, c'est des personnes qui sont tous ostéopathes. Et Oui, voilà. ça c'est important. C'est important, tu as raison, Prune, parce que ça, c'est vraiment l'ADN de ça, c'est vraiment l'ADN de notre formation. C'est-à-dire Ouais. que on est deux co-directeurs à l'école et tous les deux ostéo, praticiens, hein, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, là j'étais à mon cabinet moi jusqu'à 19h30. Hein, je suis arrivé un peu vite pour faire le webinaire ce soir. Demain, je serai à l'école le matin. Demain après-midi, je serai de nouveau au cabinet. Donc tout ça pour vous dire qu'on est encore dans le dur et dans le cœur de l'ostéopathie. Donc après, toi, tu as intégré donc en septembre. Hein. Exactement. Septembre Je réponds juste à 2012. une petite question qui a été posée là dans le chat. Un bac littéraire est-il admis? Bah bien sûr, comme je peux le prouver par mon expérience. Moi, j'ai fait un bac éco, donc les bacs L, même les bacs. Dis-moi Yvan si je me trompe, mais tout ce qui est parcours ST2S, etc. Je sais plus si c'est le même nom aujourd'hui, mais Oui, non, non, les bacs sont admis. voilà. Après, si vous voulez, on y reviendra un petit peu plus tard, mais les tests d'admission à ATSA, en tous les cas, hein, moi je parle de l'ATSA, les tests d'admission à ATSA sont vraiment des tests qui sont des tests de compétences, si vous voulez. C'est-à-dire que ce ne sont pas des tests de connaissances. Donc, nous, on va apprendre quand vous allez venir chez nous pour présenter potentiellement l'admission. En fait, on va essayer d'apprendre à se connaître, on va discuter, et puis ce sont des tests d'aptitude. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Ce sont des tests d'aptitude. En fait, on va essayer de déceler en vous la capacité que vous avez, alors les capacités d'empathie, de communication, etc. Puisque aujourd'hui, on en a la certitude. Hein, c'est pas le fait d'avoir 18 en maths et 15 en physique qui font de vous un bon ostéopathe. Complètement. Donc, ça demande d'autres vertus, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de déterminer, de rechercher quand vous allez venir chez nous. Donc, si on revient un petit peu pour rebondir sur ce que disait Prune, le programme de formation. Alors, la première année, ça, c'est le programme général. Donc, vous avez des sciences fondamentales, de la sémiologie, puisque c'est un métier de santé quand même, hein. Des sciences humaines, des sciences sociales, du droit, de la gestion, et puis bien évidemment l'ostéopathie, ses fondements et modèles, et puis tout ce qui va être apprentissage technique et pratique. En fait, la formation en ostéo, elle se fait sur 5 années. Elle se fait sur 5 années.
Une première année, c'est ce que vous disait Prune. Alors, depuis que Prune est passé, le programme a un tout petit peu changé, même s'il était déjà très proche de ce qu'il est aujourd'hui, mais ça a un tout petit peu changé. La première année, c'est l'apprentissage de l'anatomie. L'anatomie et la physiologie des sciences humaines. Avec effectivement une bonne importance de l'apprentissage et avec la première année du boulot. Voilà, il faut savoir que même si c'est pas le bagne, hein, mais la première année, ça demande du boulot, ça demande de l'anatomie, de la physiologie, des sciences humaines. L'anatomie, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'oublie. Andrew Taylor, on aurait peut-être dû commencer par ça. ATSA, ATSA, ça veut dire Andrew Taylor Still Academy. Andrew Taylor Still, c'est le père fondateur de l'ostéopathie. Donc, c'est le premier ostéopathe du monde, en fait, hein, qui était américain. Et lui, quand on lui parlait de l'ostéopathie, il disait l'ostéopathie, c'est de l'anatomie, mais surtout de l'anatomie. Pour vous faire comprendre que c'est un apprentissage qui, sur les 2 premières années, enfin la première année essentiellement, puis un petit peu dans la deuxième, sera fondamental dans votre mode de fonctionnement. Néanmoins, dès la première année, vous allez commencer à faire de la pratique. Dès la première année, on va développer votre toucher. Et puis, dès la première année, vous allez apprendre les premiers tests, les premières techniques de correction, puisqu'en fin de première année, vous serez apte à mobiliser, à tester, à corriger même tout le périphérique, dans ce qu'on appelle le périphérique, donc c'est le membre inférieur et le membre supérieur, et également même la colonne lombaire. Donc, tout ça pour vous dire que dès la première année, vous allez commencer la pratique. Hein. La première année n'est pas simplement une année de théorie, puisque vous allez rentrer dans le vif du sujet. Vous aurez également, dès la première année, le premier contact avec la clinique, hein, puisqu'en tant qu'observateur, vous serez impliqué dans la clinique de l'établissement. Là, on vous a fait une petite répartition de ce que vous allez voir en première année. Donc, les cours magistraux, ça, ce sont les cours de théorie. Les cours de travaux dirigés, en fait, ce sont les cours de théorie qu'on refait, mais en petits groupes, qui correspondront à presque la moitié de votre temps de formation. On a fait un commun entre les cours de travaux dirigés et les cours de travaux pratiques. Donc, les cours de travaux pratiques, c'est déjà l'apprentissage technique, l'apprentissage palpatoire de ce qui va faire votre métier plus tard. Et puis, vous avez une petite partie, je vous l'ai déjà dit, dédiée à la clinique, et là, vous serez observateur de la clinique. Pour la deuxième année, on apprend, là, on a appris la physiologie, l'anatomie, là, on commence à apprendre la pathologie, puisque pour recevoir des patients, il va falloir que vous ayez une connaissance assez universelle hein, de la pathologie, puisque l'ostéopathe est un généraliste hein, dans ses connaissances, dans le sens où il a un devoir, l'ostéopathe, qui sera, avant de prendre en charge un patient, il aura un devoir qui sera de faire ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. Donc, le diagnostic d'exclusion, ce sera tout simplement d'avoir la connaissance sur la pathologie, sur la sémiologie suffisante pour savoir s'il peut prendre ou pas en charge le patient. Parce qu'une douleur au dos, une douleur au lombaire, une douleur au cervical, ça peut être à distance l'expression d'une pathologie plus grave. Donc, vous aurez bien évidemment, pendant votre apprentissage, on va développer votre capacité à réaliser ce type de diagnostic, qui est un diagnostic d'exclusion. Hein. Donc, en fait, votre premier boulot en tant qu'ostéo, puisque ce sera de dire « je peux prendre en charge » ou « je ne peux pas prendre en charge ». À la différence de métiers comme le kiné, comme le podologue, qui, lui, travaille sous prescription médicale. L'ostéopathe, vous avez l'autonomie de votre diagnostic. Donc, c'est un métier qui a une responsabilité plus importante que ces autres métiers précédemment cités. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le temps de formation est de 5 ans. Donc, l'apprentissage pratique, on continue, on va un petit peu plus loin, on arrive sur des choses un petit peu plus fines. Là, vous voyez que le pourcentage est à peu près similaire à ce qu'on fait en première année, avec les cours de travaux dirigés qui prennent déjà un petit peu plus le pas sur les cours magistraux, avec la clinique qui augmente un petit peu. La troisième année, là, on est sur le diagnostic. Là, on va chercher le SIM clinique. On va faire le lien entre toutes les sphères que vous avez pu aborder.
Et puis, on va là vraiment commencer à aborder la clinique. C'est un premier abord un peu théorique de la clinique, mais c'est un premier abord de la clinique. Puisque vous le voyez, si on fait la répartition de ce qu'on fait en première année, vous avez des cours magistraux qui sont là pour 33%, les cours de travaux dirigés qui incluent les travaux pratiques, là, 45%, et puis la clinique qui continue à prendre un petit peu de place. Alors, sur les 3 premières années, vous faites de l'observation clinique. Donc, de l'observation clinique, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez accompagner vos aînés, vous allez accompagner certains de vos enseignants dans des cabinets, etc., pour suivre une consultation d'ostéopathie, ce qui vous permettra de comprendre le rythme de la consultation, de savoir qu'elle est en gros composée de 3 étapes, une étape d'interrogatoire, une étape de test, puis une étape de traitement, après avec tous les conseils que vous pourrez prodiguer. Mais ça va vous permettre de vous familiariser un petit peu avec le rythme de la consultation en ostéopathie. 4e année, là, sur la 4e année, en 4e année, il y a vraiment un gros, il y a vraiment un gros cap qui est franchi en 4e année. Année un peu charnière. Ouais, c'est une année charnière. Tu t'en rappelles, Prune? Mais ouais. C'est là où souvent, en plus, tu me dis, hein, Prune, si je me trompe, mais là, on rentre vraiment en 4e année dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là, c'est votre premier, vous allez commencer à devenir acteur de la clinique. Donc là, vous ne serez plus observateur, mais acteur de la clinique. Donc, la responsabilité de premiers soins sur des patients que vous ne connaissez pas, etc. Et ça, c'est vraiment… là, en ostéo, la 4e année en ostéo, vous êtes déjà un mini-ostéopathe, on va dire. C'est ça. Puis c'est l'année où on commence à faire un peu les liens entre tout ce qu'on a appris, j'allais dire. Ouais, c'est là où on commence les stages cliniques, etc. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, vous le voyez, hein, ça, on le retrouve sur notre camembert, sur notre répartition, puisque les cours magistraux commencent à diminuer beaucoup, hein, puisqu'on n'en a plus que 28% en 4e année. Les tours de pratique, les cours de travaux dirigés font à peu près la même part, hein, environ un quart du temps de formation. Et puis là, vous avez près de la moitié de la formation qui est dédiée à la clinique. Hein. D'accord. La 5e année, vous avez 2 grands objectifs. C'est l'apprentissage clinique en autonomie. C'est-à-dire que là, en gros, il n'y a plus de… Sur la 5e année, tiens, tu reconnais les gens de ta promo sur les photos, Prune, non? Yes. Sur la 5e année, il y a plus de… On rentre vraiment là… l'apprentissage en termes techniques, etc. est fini. Là, on fait de l'affinage, si vous voulez. Hein, de l'affinage vraiment axé sur l'aspect clinique. Et puis, un autre volet de la 5e année, mais qui est un volet également important, qui est le volet de la formation à la gestion administrative du cabinet, puisque vous allez devenir pour la majorité d'entre vous des professionnels, des professions libérales. Donc, il faut un minimum de formation sur l'aspect gestion, comptabilité, puis tout administrative. Et tout ça, ça vous est donné par l'établissement. Donc là, vous voyez les cours de travaux dirigés, quasiment plus rien. Quelques-uns, mais qui sont vraiment liés à des régions extrêmement fines qui demandent un toucher avec déjà 4 années d'expérience. Hein. Les cours magistraux, les 84 heures, ils sont quasiment tous dédiés à justement l'aspect gestion, comptabilité, etc. Et puis 75% de votre temps que vous passerez à la clinique. En fait, hein. Et au terme de ça, eh bien, vous aurez ce magnifique diplôme qui vous permettra d'exercer la profession d'ostéopathe. Alors, comme d'autres écoles d'ostéo, nous avons un RNCP niveau 1 France et qui correspond au niveau 7 Europe. C'est une reconnaissance nationale de la chambre professionnelle qui classe, alors c'est pas tout à fait une équivalence parce qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser ce terme, mais ça situe notre niveau de formation de fin d'études en Master 2. Voilà. Ça a une utilité puisque ça permet à certains élèves, d'ailleurs il y a Mathieu là qu'on a vu sur la photo, Prune, qui était dans ta promo, qui lui, à la suite de son école d'ostéo, a intégré
un doctorat en biomécanique. En biomécanique, voilà. Donc il est ostéo, hein, il a son cabinet d'ostéo, il consulte. Mais en parallèle de ça, lui, il s'est pris de passion pour la bioméca et il est en train de, il passe son doctorat, il a passé son master 2 et il passe son doctorat en mécanique avec un peu de fierté puisque il a obtenu je crois son master 2 en étant pas major promo. Ouais, mais pas loin. Ouais. Ça m'étonne pas. Voilà. Donc ce diplôme vous permet, donc une fois que vous avez validé ce diplôme, ça veut dire que vous avez validé toutes les matières qui vous ont été présentées pendant votre formation. Et quand vous aurez validé toutes ces matières de formation, eh bien on vous délivrera ce diplôme. Vous vous rendrez auprès des autorités locales qui sont l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, pour obtenir ce qu'on appelle un numéro ADELI. Et ce numéro ADELI, en fait, c'est votre droit de travail, en fait, votre droit de travailler. Voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu. Si vous voulez, je reviendrai un peu plus précisément et de façon individuelle sur vos interrogations, notamment au niveau des examens, au niveau des modalités de passage d'une année à l'autre, etc., etc. Donc, je reviendrai là-dessus avec plaisir. Alors, je vois que sur les chats, on me dit que je vais un peu vite. Donc, même si je vais vite, vous n'hésitez pas à me ressolliciter. Prune, tu checkes un peu les chats de temps en temps aussi pour voir s'il y a des choses. Ouais, ça marche. Et quoi qu'il en soit, on reviendra, je prendrai le temps qu'il faut, en tous les cas, pour ceux qui auront encore un peu de courage de nous écouter. Je prendrai le temps qu'il faut en fin de présentation pour revenir sur toutes vos interrogations. Hein. Donc, Prune, une fois que là, on a compris un petit peu le parcours que tu avais fait au sein de l'école, parce que toi, tu as traversé toute cette formation avec brio. Hein. Et puis après, c'est le plus dur qui a commencé. Donc là, je te redonne la parole pour que tu nous expliques un petit peu comment s'est passé tes premières années de vie professionnelle. Plutôt bien. On va dire que une fois diplômée, j'ai tout de suite attaqué à commencer. Les démarches sont assez rapides pour s'inscrire et s'enregistrer aux différents organismes. Donc c'est vrai qu'on peut travailler assez rapidement une fois qu'on a notre diplôme. Et du coup, j'ai eu la chance de bosser avec Yvan, qui avait de la place pour moi dans son cabinet. Et du coup, c'est vrai que ça a été une très bonne expérience parce que du coup, je pense qu'en tant qu'assistante, on continue un petit peu notre apprentissage au quotidien parce qu'on reste en contact du moins avec des confrères. Et ça a été une très bonne expérience. Donc du coup, j'ai bossé pendant 3 ans dans son cabinet. Et l'année dernière, au début, tu bossais chez un autre. Tu bossais pas que chez moi, tu bossais aussi chez un autre ostéo, non? Oui, exact. Ouais, j'ai cumulé quand même dans ton cabinet, c'était là où j'avais le plus d'heures. Et en parallèle, je faisais des remplacements chez un ami qui est ostéopathe. Donc pendant ses vacances, je le remplaçais. J'avais aussi un autre assistanat sur Bourgoin. Et puis pendant plusieurs mois aussi, j'avais bossé vers la frontière suisse. Ah oui, je me rappelle. Voilà. Chez un ostéopathe qui était assez âgé, et ça m'a fait aussi une expérience Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça c'est le parcours classique assez classique. Hein. Tu as beaucoup de gens de ta promo, Prune, qui étaient dans le même schéma à peu près, non? Qui ont fait beaucoup d'assistanat au début, non? Ouais, c'est vrai que c'est assez, on va dire que c'est le parcours assez classique parce que c'est lui qui permet de prendre un petit peu l'expérience déjà, de prendre confiance un peu dans ses mains, comme on dit, de prendre confiance dans son métier. Et puis en étant un petit peu plus terre à terre aussi, c'est ce qui permet de commencer à gagner un peu de sous. Hein. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai aussi, parce que du coup, quand on commence un assistanat, on sait qu'on a un minimum de patients, j'allais dire, et c'est vrai que on sait que en assistant, on va gagner plus vite notre vie que si on montait directement notre cabinet. Mais j'insiste aussi sur le fait que c'est important de prendre cette expérience
pas que pour l'ostéo, mais aussi pour la gestion du cabinet. Parce qu'on se rend pas compte aussi de tout ce qu'il y a derrière dans la gestion d'un retour de patient, dans la gestion de communication avec d'autres professionnels, dans la gestion même administrative, ça peut être de la comptabilité, etc. On a toujours cette expérience avec le confrère qui est installé depuis plusieurs années et qu'on peut solliciter. Et je trouve que ça, c'est important de le dire parce que quand on monte son cabinet direct à la fin des études, ben, on est un petit peu, comme on est en profession libérale, voilà, Ouais, c'est un peu le saut dans l'inconnu. c'est ça, voilà, ça peut être, bien entouré, quoi. Mais après, toi, t'en avais qui ont monté leur cabinet tout de suite après leur diplôme, toi, Prune, ou pas? Ouais, il y en a quand même pas mal. On va dire que c'était assez bien réparti, on va dire moite-moite. Il y en a qui ont fait des remplacements et puis d'autres qui ont monté leur cabinet. Alors eux, ils savaient du coup que comme le fait de monter un cabinet, ça prend un petit peu plus de temps. Souvent, ils avaient des jobs étudiants qui gardaient. D'ailleurs, moi, je gardais ça au début. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais j'ai bossé à Decathlon pendant mes études et la première année que je bossais à Toncab, j'avais encore Decathlon à côté. Mmh. Donc, du coup, ça permettait de compléter un petit peu au début la création du cabinet, quoi, pour certains. Et c'est vrai que c'est une expérience. C'est bien d'aller chercher l'expérience chez un. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour revenir à Atsa, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que on a Atsa, c'est une grande famille. Hein, c'est que si vous avez j'espère vraiment que vous irez jusqu'au bout de ce webinaire pour qu'on vous donne le maximum envie et puis que votre petit cadeau de fin de webinaire pour vous garder un petit peu présent avec nous vous donne l'envie de venir nous rencontrer parce que ça, c'est extrêmement important. Vous verrez que Atsa, c'est une grande famille. Hein. La grande particularité de l'école, ça a été un des choix qui a fait que Prune c'est une des raisons pour lesquelles Prune est venue faire ses études chez nous, ce qui est le cas de 90% de nos élèves, c'est que Atsa est une toute petite structure en ostéopathie. Puisque pour la rentrée 2021, donc septembre 2021, la rentrée qui vous intéresse, on va rentrer on va dire entre 35 et 40 élèves maximum. Donc, on se connaît tous. Nos élèves, au bout d'un an, c'est pas un numéro au fin fond d'un amphi de 150 personnes. Hein. On les connaît tous, on connaît tous nos élèves. Et puis, quand ils sortent, une immense majorité travaille soit chez des anciens d'Atsa, soit chez des anciens profs, soit chez des anciens élèves, pardon, soit chez des profs qui enseignent à Atsa, puisque Atsa, c'est quand même 80 profs. Hein. Donc, 80 profs pour qui eux sont tous des gens d'expérience avec l'opportunité de pouvoir prendre des assistants. Hein. Puisque maintenant, Prune, j'ai même Prune, pour la petite anecdote, Prune m'a dit tout à l'heure, avant de commencer le webinaire, qu'elle avait passé à côté des anciens. Vous vous rendez compte, au bout de 3 ans, elle cherche déjà une assistante. C'est ça. C'est ça. Mais tu me disais que c'est pas facile d'avoir des assistants d'Atsa parce qu'ils doivent être très demandés, à mon avis. Ouais, c'est ça. Ils sont déjà tous embauchés à droite à gauche, donc. Et j'espère bien qu'il n'y aura pas à voir ailleurs, que tu seras un peu patiente quand même. C'est ça. Je veux faire quand même bosser ceux qui ont la même formation que moi, c'est important. Donc après, toi, donc je lis le truc, tu as commencé à travailler donc chez moi, puis chez d'autres. Et puis, j'ai monté mon cabinet. Voilà, et au bout d'1 an et demi, tu as monté ton cabinet. Exactement. Donc tu as fait à ce moment-là, tu bossais chez moi parce que c'était un accord qu'on avait tous les deux. Complètement. Tu bossais chez moi et tu bossais dans ton propre cabinet. Tu as fait ça combien de temps? Eh ben, j'ai fait ça pendant 1 an, du coup. C'était une situation qui était assez confortable parce que du coup, j'avais quand même développé une patientèle à ton cabinet. Donc, je savais que je tournais avec une vingtaine de patients au cabinet. Et puis, à côté de ça, ça me permettait d'avoir du temps libre pour développer mon cabinet à côté. Et puis, c'était aussi pour voir un petit peu comment est-ce que le cabinet allait se développer et ne pas prendre trop de risques, voilà.
Ouais. C'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai dû arrêter à Saint-Georges à ton cabinet, parce que c'est vrai que le cabinet a vraiment pris de l'ampleur en un an. Et maintenant, je fais bosser, je prends même des assistants, donc c'est que ça marche. Voilà. Donc voilà, c'est tout à l'heure je vous disais un petit peu, j'avais pas vu le petit dessin de la diapo là. C'est bientôt moi quand j'aurai plus de cheveux. Donc ouais, tout ça pour dire que ATSA, c'est on a vraiment nous argumenté notre compétence par rapport à la qualité du corps enseignant. Ce qui ferait dire que sans aucune fausse modestie aujourd'hui, je pense que nous avons le meilleur pôle d'enseignants une des meilleures des écoles d'ostéopathie en France. Nous sommes assez regardants sur la qualité et l'exigence de nos enseignants, puisque on a des gens qui ont beaucoup d'expérience. On a pris le parti d'aller chercher des gens un petit peu partout, puisqu'on a des enseignants qui viennent France entière. Hein. Tu t'en rappelles, tu peux en témoigner, Prune, hein, des gens qui viennent de Marseille, des gens qui viennent de Metz, des gens qui viennent de Grenoble, des gens qui viennent de Lille, des gens qui viennent de toute la France, en fait, parce que c'est des gens qui sont dans la même veine que nous et qui pratiquent déjà au cabinet une ostéopathie assez puriste, et puis qui ont envie de transmettre ce mode de fonctionnement à leurs élèves, quoi. Et c'est ça qui permet également de créer la dynamique de remplacement, etc., puisque une énorme majorité de nos élèves quand même travaillent soit chez des anciens étudiants, soit chez les enseignants. Il y a d'ailleurs à ce fait-là une asso des anciens, c'est Prune qui a repris les rênes de cet asso, une asso des anciens qui n'a rien à voir avec l'école, hein, mais qui est simplement un échange, c'est un réseau en fait, en gros, hein, c'est un réseau des gens qui ont été diplômés de ATSA. Il faut savoir qu'ATSA est une école qui forme des gens à l'ostéopathie depuis 1975. Donc, ça commence à faire 2 ou 3 diplômés de la formation. Une partie qui est extrêmement importante dans la formation à ATSA, bien évidemment, c'est les stages. Alors, ce qu'on appelle les stages, c'est l'apprentissage clinique. L'apprentissage clinique, c'est la possibilité que vous allez avoir dès la première année, comme on l'a vu tout à l'heure en observation, puis après en 4e et 5e année en tant qu'acteur, de traiter les patients. Donc, au sein du dispensaire de l'école, hein, puisque au sein de l'école, on a une clinique. Donc, on a 8 salles maintenant de consultation où les gens viennent se faire traiter. C'est des dispensaires, en fait, hein, comme il en existe en dentaire ou en véto, ou voilà, où les soins sont à coût un petit peu réduit par rapport aux soins qu'on peut avoir dans un cabinet en ville. Mais les gens viennent et ils savent qu'ils se font traiter par des étudiants en ostéo, en fin de cursus, hein, donc ils sont presque diplômés, et qu'ils sont surtout tous ces étudiants toujours sous la tutelle d'un ostéopathe diplômé et un prof qui encadre la consultation. On a également, donc ça c'est la clinique interne, et puis vous avez en parallèle la clinique externe. Donc en fait, vous faites la même chose qu'en interne, sauf que là, vous partez avec votre petite table et vous partez en milieu sportif, vous partez en entreprise. On a aujourd'hui, je crois, entre 60 et 70 partenaires de nos stages externes dans la région lyonnaise et ailleurs. Au niveau sportif, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu amateur, à peu près dans tous les sports. En structure médicalisée et en cabinet, donc chez certains de vos enseignants. Prune, tu avais dû faire passer, voilà, donc toi, ça a été un petit peu les quelques stages que tu avais pu faire. Exactement, bah du coup il y en avait les principaux, c'est vrai que moi je faisais ceux qui étaient sur Saint-Georges parce qu'à l'époque j'habitais à côté du cabinet, donc c'est vrai que pour moi c'était plus simple de faire ceci, et je trouve que dans le contexte du cabinet c'était ceux où on était le plus en immersion. Et après j'ai eu l'occasion d'organiser un stage là où je bossais, donc à Decathlon pour les salariés de Decat. Super expérience aussi à la JOxer. Il est toujours d'actualité ce stage? À Auxerre, ouais, bien sûr. Ouais.
Ouais, voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est vraiment Pour les footeux, c'est le club de foot. On a quelques clubs de foot. Moi, j'ai la chance de travailler dans le milieu du football professionnel depuis près de 20 ans. Donc, on a quelques contacts et en fait, on s'occupe on a quelques centres de formation comme ça qui font partie de nos partenaires depuis des années, en fait. Ouais, donc ça, c'est Du vrai que ça judo, voilà, des pays. fait l'expérience. Après, le petit plus quand même à ça, c'est que, étant donné que vous n'êtes pas très nombreux, il n'y a pas besoin d'un nombre de stages extrêmement important. Trop important, voilà. Ce qui fait que l'établissement vous fournit vos stages. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous, sinon, même si vous venez de Lille ou de Strasbourg ou de je ne sais où, vous n'avez pas l'obligation de trouver, en fait, d'aller chercher vos propres stages, puisque ça, c'est fourni par l'établissement. Complètement. Alors après, toi, je sais que Decathlon, c'est là où tu bossais, donc ça, c'était toi qui l'avais démarché. C'est moi qui l'avais organisé, ouais. Et puis, petite précision, parce que c'est vrai que par stage, peut-être qu'on entend des périodes de longue durée, mais du coup, c'est sur une journée ou une demi-journée. Et on va traiter les patients, soit les sportifs, soit des patients qui vont être en lien avec une entreprise ou un club. Voilà. Tout à fait. C'est un stage de courte durée. Ça, tu avais dû répondre, Prune, j'imagine. Ça, tu t'en as déjà un petit peu parlé de ce qui t'a plu pendant ta scolarité. Exactement. Et puis, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la qualité des enseignants, parce que du coup, c'est vrai qu'au niveau générationnel, du coup, c'est important de préciser qu'il y a des profs qui sont un petit peu de tout âge, pardon. Oui. Et ça fait aussi, voilà, ça participe aussi, je pense, à la qualité et puis la diversité aussi des enseignements, parce que du coup, ça fait différents points de vue et ça, c'était bien. C'est vrai que moi, voilà, il y a des gens de ma génération, hein, moi j'ai une cinquantaine d'années. On a des gens un petit peu plus jeunes qui sont, quoi qu'il en soit, nous, pour être titulaire d'un cours, c'est 10 années de cabinet. Alors, je fais un distinguo avec ce qui se passe parfois dans d'autres formations. C'est pas 10 années de diplôme ou 5 années de diplôme, mais c'est nous, tous nos enseignants ont la nécessité d'avoir une activité en cabinet. C'est-à-dire que vous pouvez être diplômé en ostéopathie depuis 10 ans sans jamais avoir vu un patient, ou en avoir vu un il y a quelques années sans et qu'aujourd'hui vous soyez devenu un professionnel de la formation. Ce n'est pas le cas chez nous, ça c'est notre marque de fabrique. C'est-à-dire que si on a un ou deux enseignants qui n'ont pas de cabinet, mais c'est parce qu'ils sont jeunes retraités et ils ont fait de l'ostéopathie pendant 40 ou 45 ans. Donc, quand ils vous parlent d'ostéo, ils savent à peu près de quoi ils vous parlent. Donc, voilà. Je pense, ouais. Ça leur permet de garder un lien avec l'ostéopathie, de transmettre ce qu'ils ont reçu. Ouais. Il y a quelques particularités sur Adsal. On arrive tout doucement à la fin. J'espère qu'on n'a pas été trop long. J'espère que certains auront gardé seront restés connectés puisqu'on aura la petite surprise supplémentaire à la fin de l'exposé. Il y a quand même une volonté pour nous qui a été de garder et de conserver. Alors, c'est pas toujours simple au niveau de l'emploi du temps, mais on y arrive. 4 jours d'études par semaine, du lundi au jeudi. Alors là, il n'y a pas de trou. C'est-à-dire que c'est 8 heures par jour pendant 4 jours. Pourquoi ? Parce que Prune vous l'a dit tout à l'heure, et elle vous l'a dit parce que c'est une immense majorité de nos élèves. Ça permet aux étudiants d'avoir des activités extrascolaires et pour une immense majorité d'entre eux, la possibilité d'avoir un job étudiant, puisque les cours se finissent à 90% des cas le jeudi soir. Donc, ça permet pour beaucoup de bosser vendredi, samedi. Voilà, alors ça se fait. Il faut savoir que c'est pas simple. Prune en est l'exemple vivant, puisque ça demande du boulot quand même. Toi, tu as bossé dès le départ, Prune ? Alors, moi, j'ai commencé à bosser à Decat pendant ma 3e année d'ostéo, parce que du coup, comme les 2 premières années, elles sont assez denses,
Du coup, j'étais vraiment à fond dans les cours et après, comme c'était plus de la pratique, on avait plus la possibilité de bosser les week-ends en job étudiant. Et c'est vrai que ça, c'est un gros plus de l'école à l'ATSA parce que pour le coup, il y a plein d'écoles où c'est des cours qui sont plus décousus et il y a des trous, mais du coup, ils bossent du lundi au vendredi et parfois il y a même des cliniques le week-end, donc ça laisse pas du tout de temps pour bosser à côté en job étudiant. Tout à fait. Alors nous maintenant, Prune, pour que tu te mettes un peu… Nous, on a des cliniques le week-end, mais qui sont basées sur le volontariat, en fait. Ok, ça marche. Bon, ça, je savais pas. Ils viennent de temps en temps le week-end, mais c'est ceux qui veulent. En fait. Ok. Voilà, le suivi pédagogique, extrêmement important. Le suivi pédagogique, puisque chaque année, par promotion, vous aurez un coordinateur pédagogique qui vous rencontrera au minimum 3 fois dans l'année. Donc, le coordinateur pédagogique, lui, il est présent dans l'établissement quasiment tout le temps, quand il n'est pas en cours, etc. Donc, il vous rencontre sur demande quand vous avez envie de le rencontrer. Et quoi qu'il en soit, vous aurez une obligation de le rencontrer une fois par an. C'est ce qui permet, une fois que vous êtes rentré chez nous, de limiter quand même. Alors, il y a un peu de casse en fin de première année, pour être complètement honnête. Il y a un peu de casse en fin de première année, c'est 10% à peu près. Donc, voilà, 10% si on prend 40. En gros, parce que ce n'est pas statistique pour nous, c'est cette année, par exemple, il y a une très, très bonne classe de première année et je pense qu'on sera en dessous. Donc, nous, c'est pas un quota qu'on se donne, mais en général, sur 40 élèves qui arrivent à ATSA, vous en avez 3 ou 4 qui franchissent pas le cap de la première année parce que les résultats ne sont pas… Donc, ils ont la possibilité de redoubler, bien évidemment. Mais après, une fois que la première est passée, on est rentré dans le rythme, on a compris le mode de fonctionnement. Et je ne veux pas dire que ça n'arrive pas de redoubler après, mais ça reste très, très anecdotique, quoi. Comme je vous le disais, école, ATSA, pardon, c'est une grande famille. C'était déjà le cas à ton époque, Prune, je crois, les parrains. Les parrains marraines qui donnent le métier, l'ostéopathie, c'est un métier d'avenir. Alors ça, on en rediscutera un peu plus avec vous pour ceux qui sont qui sont plus intéressés, mais qui se médicalisent de plus en plus, puisque c'est un métier où aujourd'hui on est vraiment rentré dans la chaîne médicale. Moi, à mes débuts, on était vraiment les parias un petit peu là, puisque on n'avait pas vraiment de diplôme reconnu. Aujourd'hui, tout est cadré, tout est calé, et on est vraiment rentré dans la chaîne médicale. On a d'ailleurs de plus en plus, je pense que c'est ton cas également, Prune, on a vraiment de plus en plus de gens qui nous sont directement adressés par les médecins ou par les spécialistes. Enfin, je veux dire, l'ostéopathie n'est plus le mec un peu bizarre quand on allait voir, quand on savait pas ce qu'on avait. C'est rentré dans les mœurs et même sans être adressé, il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir en ce qu'on appelle en première intention, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, ça reste… Mais aujourd'hui, je crois que sur les dernières statistiques, c'était 65% des personnes qui ont qui ont déjà vu un ostéo. Donc, il reste encore de belles perspectives à envisager. Surtout que là, toi, c'est le cas. Moi, j'ai quelques jeunes étudiants là qui maintenant, l'avenir, c'est qui rentrent vraiment dans des cabinets pluridisciplinaires. Ouais, complètement. Moi, d'ailleurs, c'est le cas. Moi, j'avais 2 cabinets, là, j'en ai plus qu'un, parce qu'il y en a un que j'ai fermé, mais que j'ai laissé à un autre ancien de l'école d'ailleurs. Et c'est qui est carrément dans une maison médicale en fait, avec des chirurgiens, des médecins, des kinés du sport, etc. Et tout le monde travaille en harmonie, tout le monde, chacun trouve sa place. Donc ça c'est vraiment l'évolution du métier qui est à mon sens un métier d'avenir. Complètement. Moi d'ailleurs, je me suis installée dans une maison où on est plusieurs. Il y a des kinés en face et des thérapeutes paramédicaux. Là, dans ton cabinet, là. Oui, exact. Ouais. D'accord. Donc, ce qu'on a vu dans la conférence, c'était comment devenir ostéo. On a découvert l'école qui a permis à Prune d'obtenir les clés pour ouvrir son propre cabinet, d'avoir les clés de son cabinet, justement, après ses études. L'avenir du métier d'ostéopathe en France. Après, encore une fois, je réponds à toutes vos interrogations, vous n'hésitez pas. On va faire rentrer éventuellement, s'il y a possibilité de faire rentrer Paul et Marjorie, qui sont nos étudiants actuels.
Alors, je vais consulter la technique pour savoir comment ça se passe. Et juste pour rebondir sur le fait de s'installer en ostéopathie, je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de son réseau. Des fois, voilà, quand on s'installe, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment compté au début que je me suis installée. Donc, voilà, la famille, les amis, de pas être trop loin de l'endroit où on a grandi, parce qu'au début, voilà. Et puis, le deuxième truc aussi qui est important à dire, Prune, c'est que effectivement, ce sont des études sont des études qui sont assez onéreuses, mais par contre, l'installation pour un cabinet d'ostéo ne coûte rien, quoi. Oui, ça c'est sûr. Contrairement à des podos qui doivent avoir acheté tout leur matériel, etc. Nous, on a juste aujourd'hui, kiné, vous investir dans du matériel de kiné, c'est hors de prix. L'avantage, moi, c'était une autre époque, mais moi j'ai commencé sur une table qui était même pas électrique, donc pour la table en bois, la table en bois en ostéo, ça coûte 100 €. Donc, mais n'empêche qu'on peut bosser avec. N'empêche qu'on peut bosser avec. J'ai bossé, c'était il y a 20 ans maintenant, un peu plus, mais j'ai commencé comme ça et voilà quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va se dire allez, une table électrique, un local, une table électrique et c'est parti, on y va. Il n'y a pas d'investissement par rapport à l'ouverture des cabinets. Ça c'est quand même un gros plus. On peut travailler avec ses mains. Voilà, nos outils, elles sont là quoi. Voilà, donc là, on va vous laisser un petit, on va vous donner l'opportunité de venir nous rencontrer. Le petit offre qu'on va vous faire pour ceux qui veulent nous rencontrer, ce serait qu'à titre exceptionnel, pour les gens qui ont participé au webinaire de ce soir, pour vous inciter à venir pousser nos portes et puis voir comment ça se passe de l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même parce que c'est fondamental si ce qu'on a mis en place ce soir correspond à ce que vous allez trouver. C'est que j'ai décidé de vous offrir les tests d'admission, c'est-à-dire qui ont une valeur de 100 €. Donc, pour les gens qui décideraient de venir voir comment se passe l'école, voir nous rencontrer, parce qu'encore une fois, c'est fondamental, venir percevoir un petit peu cet état d'esprit de l'école, et puis passer les tests de sélection. Alors, je vous rappelle, les tests de sélection, pas d'angoisse, il n'y a rien à réviser. Vous venez comme vous êtes et vous serez recruté sur votre personnalité. Donc, ça, c'est fondamental et ça, il faut bien que vous l'entendiez. Et donc, ces tests seront offerts pour les gens qui seront allés au bout et qui décideront ce soir de venir nous rencontrer à l'établissement pour passer les tests. Vous aurez également donc la possibilité de réserver. On aura la possibilité de chatter un petit peu là. Vous aurez également la possibilité de réserver un moment d'appel pour que je puisse répondre à vos questions de façon plus individuelle. Alors, je vous le dis, il n'y a aucune question n'est tabou. Je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Et si jamais on repart de cet échange, alors là, on est allé un petit peu vite pour la présentation de ce webinaire, mais à la suite de l'appel, si jamais vous repartez avec des doutes, c'est que j'aurais mal fait mon travail. Pas des doutes sur le choix de votre formation, mais des doutes sur le mode de fonctionnement en tous les cas. Voilà, donc je vous incite à réserver votre appel. Vous pouvez le faire via la plateforme sur laquelle on est. Et puis, on va faire, comme je vous le disais, rentrer Prune et Paul et Marjorie, qui sont des élèves actuels de l'école. Et qui pourront bien évidemment répondre à toutes vos interrogations. Donc voilà. Donc on est à votre écoute. N'hésitez pas. Yvan, il y a une petite question. Une fois ostéo, qu'est-ce qui fait qu'un patient sera plus intéressé par un ostéo de l'ATSA et pas d'une autre école? Alors, les écoles d'ostéo ne sont pas des écoles de commerce. C'est-à-dire que vous ne serez pas aujourd'hui. C'est pas votre plaque qui va attirer le patient. Donc ça, il faut en être absolument conscient.
C'est la qualité. À part dans le microcosme de l'ostéo, où les gens savent que APSA, c'est une école sérieuse, mais comme d'autres, il y a d'autres écoles sérieuses également. Mais ce n'est pas ce qui va attirer le patient. Ce qui attirera le patient, c'est au départ, il faudra se faire un nom. Au départ, il faudra aller travailler, il faudra prendre des patients, il faudra de l'abnégation, il faudra du courage, il faudra envie de bien faire. Et puis, ce qui fera qu'un patient viendra vous voir, c'est pas forcément votre plaque, mais c'est votre compétence. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça vous fournira la compétence nécessaire à ce que vous soyez un bon ostéopathe. Après, voilà, c'est pas une école de commerce. Hein, c'est pas, malheureusement, parce qu'on aimerait bien, puisque ça a plutôt une bonne réputation. Mais c'est pas parce que vous êtes diplômé de tel ou tel que c'est pas un facteur déterminant, malheureusement. Bon. Salut Paul. Bonsoir. Salut Marjorie. Bonsoir. Vous voulez que je lise des petites questions ou pas? Ouais, je veux bien, parce que je t'avoue que quel est le prix pour rentrer dans votre école? Alors, le prix des écoles d'ostéo sont à peu près toutes sont à peu près équivalents. Nous, on fait partie des écoles les moins chères. L'année est à 8 000 €. Voilà. 8 000 € l'année. Vous signez une convention financière. Après, on pourra en reparler de façon individuelle, mais vous signez une convention financière qui vous garantit en plus le coût de la formation pendant les 5 années, avec une possibilité de règlement à votre discrétion en 12 mois, en 10 mois, en une fois, en trimestriel, etc., etc. Il y a une petite question un peu plus bas. Je pense qu'il y en a une qui est intéressante, c'est « Bonjour, je souhaite être éthiopathe. Est-ce que ce sont les mêmes études ou presque que de l'ostéopathie ?» Alors, ce ne sont pas les mêmes études. Les éthiopathes sont nos cousins. Ce sont nos cousins, en fait, pour répondre très clairement, alors je ne sais pas trop ce qui se fait dans les études d'éthio, mais les éthios, en fait, c'est une branche de l'ostéo qui, à un moment donné, a bifurqué, est passé notamment par la Suisse, et pour revenir en France après, mais passé par la Suisse et a pris le nom d'éthiopathe. En fait. Mais voilà. Après, elles n'ont pas forcément l'éthiopathie est une technique manuelle qui se rapproche assez de l'ostéo, mais avec une reconnaissance du grand public qui est moins importante que l'ostéopathie. Moi, j'ai un collègue qui est éthiopathe et dans sa formation, il a pas vu les techniques crâniennes et viscérales. Voilà, mais non, mais il n'y a pas de viscéral et pas de crânien en éthio. C'est un peu moins complet. Mais... C'est moins complet, je pense. Alors, il y a Mathéo qui nous pose une question qui est intéressante, qui dit combien de moyenne faut-il en terminale pour avoir une chance? En fait, il faut avoir votre bac, Mathéo. Il faut avoir une chance, il faut avoir le bac, Mathéo. Et après, comme je vous le disais, ça va être l'entretien qu'on va passer ensemble qui vous permettra d'accéder ou pas à l'école. Ah, il y a une question pour vous, Paul et Marjorie. En vous disant Paul et Marjorie. Ah, ils ont pris Margorie. Ah, ça te connaît pas, ça va pas te faire plaisir, ça. Que pensez-vous de l'ATSA? Je te laisse commencer, Marjorie. D'accord, comme tu veux. Attendez, je me bouche les oreilles. C'est bon, je peux dire. Non, du coup, ce qui est bien à l'ATSA, c'est que c'est vraiment une petite école, comme on dit, où c'est des petites classes où justement on a la possibilité de poser les questions aux profs, où les profs peuvent vraiment avoir l'attention un peu sur chaque élève quand on a les cours de pratique. C'est vraiment bien parce qu'on sent que voilà, les profs sont là pour nous et nous on peut vraiment poser nos questions comme on veut et puis que c'est beaucoup plus simple en fait pour ça. Et après, c'est vraiment, comme on dit souvent, l'ATSA, c'est vraiment une petite famille, en fait, parce qu'on connaît un peu toutes les promos, donc c'est très agréable aussi de travailler là-dedans. Paul, je sais pas si tu veux rajouter. Oui, en général, oui, je pense que c'est à peu près tout tous les élèves pensent, en tout cas de l'ATSA. Moi, ce que je recherchais quand je suis venu dans cette école, c'était cet effet un peu cocooning, et puis en même temps, voilà, ce suivi personnalisé aussi qu'on a avec tous les enseignants. Après, voilà, comme a dit Marjorie, c'est des petites promotions, donc c'est-à-dire que on est
alors on va tous se connaître et en plus de ça, on est vraiment là aussi pour s'entraider. C'est pas une guéguerre comme on peut voir dans les études de médecine ou dans d'autres études à concours en tout cas. Donc c'est quelque chose voilà qui est vraiment intéressant dans l'ATSA, c'est voilà, c'est cette petite promotion et en même temps ce suivi personnalisé. Il y a Noémie qui nous pose la question, est-ce qu'il est possible de passer plusieurs tests d'admission dans différentes écoles? Bien sûr, il faut le faire. Moi, je vous engage, alors, c'est pas très, je veux dire, c'est pas très vendeur ce que je vais vous dire, mais déplacez-vous dans les écoles, allez rencontrer les écoles, allez voir comment ça se passe au sein des écoles. Et moi, je vous engage à aller passer plusieurs tests dans les écoles. Souvent, en tant que directeur d'école, on a tendance à dire, ouais, mais nous, on choisit nos élèves, surtout à ça, parce que les promos sont petites, mais dites-vous que vous devez, vous aussi, choisir votre formation. Hein. Vous y allez pour 5 ans. Hein. Donc, voilà, allez-y, comparez et choisissez. Ça, c'est fondamental, hein, Noémie. C'est pour ça que moi, je vous engage, encore une fois, et là, on n'est pas dans l'argument commercial, hein, puisque moi, je vous engage à venir nous rencontrer. Venir nous rencontrer, venir passer les tests ne vous engage absolument à rien. Surtout par rapport à l'offre qu'on vous a fait ce soir, puisque comme on vous l'a dit, on offre les tests à tous ceux qui sont allés au bout du webinaire. Donc, venez nous rencontrer, ça ne vous engage à rien. Même si on vous dit oui, même si on dit on vous admet, on ne va pas vous attacher. Hein. Vous aurez le temps, là on est en début de phase de recrutement, donc vous aurez le temps, même jusqu'au printemps, pour valider votre admission. Et surtout, faites attention aux écoles un petit peu oppressantes et pressantes qui veulent absolument Internet, en fait. Sachant que la prochaine date de journée porte ouverte sera ce samedi. Samedi matin, nous avons une journée porte ouverte. Alors, l'intérêt de faire une journée porte ouverte, c'est que, surtout si vous venez d'un petit peu loin, on peut enchaîner la journée porte ouverte avec les tests de sélection. Et c'est ce qui se fait d'habitude, hein, classiquement. Donc, sur notre site internet, vous allez sur le site internet ATSA-FI et sur le site internet ATSA-FI, vous avez un onglet journée porte ouverte. Alors, il est indispensable de s'inscrire aux journées portes ouvertes. Prune l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. On ne fait pas, nous, de journée porte ouverte à 50 personnes. En plus, bon, les conditions sanitaires ne peuvent pas l'accepter, mais en plus, nous, ça a toujours été dans notre tradition. On fait des petites journées portes ouvertes justement pour que vous puissiez prendre vraiment toute l'importance de la communication qu'on peut avoir. Il y aura également des journées portes ouvertes. Je sais qu'il y en a une samedi et il y en a une de mémoire pendant les vacances de Noël. Donc, Emeline, Alice, je vois que vous posiez cette question-là et c'est extrêmement important, effectivement. Comment, sur les journées portes ouvertes, voilà, vous les aurez, allez voir sur notre site internet et vous vous inscrivez inscrivez-vous via notre site internet. Je sais que pour samedi, pour ceux qui sont dans la région lyonnaise, je sais que pour samedi, il y a encore de la place. Donc, puisqu'il doit nous rester 2 ou 3 places pour samedi. Donc, allez-y si vous voulez. Les études à ATSA, c'est Madeleine qui nous demande si les études à ATSA abordent toutes les techniques ostéo-articulaires, bien sûr. Bien sûr. Là, vous pouvez, Paul ou Marjorie, vous pouvez en dire quelques mots. Oui, bah vas-y Paul si tu veux, vu que j'ai commencé la dernière. Ouais, ça pas de souci. Alors oui, donc à l'ATSA, on aborde vraiment toutes les faces de l'ostéopathie, c'est-à-dire donc voilà l'ostéo-articulaire, le fascia, donc les techniques tissulaires, techniques fonctionnelles. Au niveau crânien, on voit les sphères, toute la sphère crânienne, donc la SSB, donc la symphyse sphéno-basilaire. Vous l'arrêtez technique, Paul. Oui, pardon. Oui, enfin, on voit la sphère en tout cas crânienne. Et après, on va voir aussi d'autres choses, d'autres pratiques qu'on utilise en tout cas en ostéopathie. Après, il faut savoir que, si je peux me permettre de compléter ton argumentaire, Paul, c'est que ATSA, vous aurez à ATSA la plus pure tradition de la formation en ostéopathie. Et cette pure tradition de formation en ostéopathie, elle se veut la plus holistique possible. C'est-à-dire qu'être un bon ostéopathe, c'est être capable d'être performant dans tous les domaines d'activité de l'ostéopathie. Donc, quand Madeleine, vous nous posez la question, l'ATSA est-elle spécialité dans une technique en particulier? Eh bien non, parce que pour être un bon ostéopathe, il ne faut pas être spécialiste. Alors après, les gens qui me connaissent un petit peu, ça va les faire marrer parce que moi, après, avec le temps, vous orientez vers certaines techniques
et vers certains patients même. Moi, pour tout vous dire, en toute humilité, moi j'ai un mode de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé et je travaille toujours beaucoup avec des sportifs. J'ai des gens qui viennent de très loin pour me voir en tant qu'ostéo sur des sportifs, mais par contre, je ne suis pas un grand spécialiste en pédiatrie, par exemple, ou sur l'ostéopathie liée à des soucis plus d'ordre viscéral. Je sais le faire parce que c'est mon métier, mais disons que pour le coup, je suis persuadé qu'il y a des gens qui habitent à côté de mon cabinet et qui font des kilomètres dans l'autre sens pour aller voir des gens qui sont plus performants que moi dans ce domaine-là. Mais en tant que formation, vous devez tout avoir. Et c'est après, avec le temps, avec vos affinités, avec ce que vous allez pouvoir dégager comme contact, et puis comme ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimerez, et puis vos compétences aussi. C'est là que se dégageront les spécialités, en fait. D'accord ? Sachant que, même si on n'appelle pas vraiment ça des spécialités, on appelle ça en ostéopathie des post-gradués. Donc, les post-gradués, Prune, t'en as fait un il n'y a pas longtemps, toi, là, en pédia, hein, c'est ça? Pédiatrie, ouais. C'est en fait vous reprenez des systèmes que vous avez déjà souvent, vous en aviez fait de la pédiatrie en cours, mais là, on fait venir des hyper spécialistes, on va dire, des hyper compétents, puisque des hyper spécialistes, des hyper compétents dans le domaine d'activité pour vous donner quelque chose en plus, des techniques supplémentaires sur la pédiatrie ou d'autres. Hein. Ça peut être l'ostéopathie du sport, l'urgence, enfin voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on vous propose après votre formation. Alors, les études des écoles, alors ça, c'est Iliana qui nous demande si les études des écoles privées sont reconnues à l'étranger. En fait, le diplôme est à l'étranger, en fait, c'est le diplôme, en fait, ce sont il n'y a pas de convention internationale. ATSA, nous, on a plusieurs antennes à l'étranger. Bon, là, on les a délaissées un petit peu, mais on a plusieurs antennes. On a des antennes au Japon, on a des antennes au Chili, en Russie, en Grèce, en Espagne. Mais c'est vraiment le pays d'accueil qui décide ou pas de valider votre diplôme. Il faut savoir que l'ostéopathie en France, c'est un des ostéopathies en Europe qui est la plus complète. Donc, en général, avec un diplôme d'ostéo d'une école française, vous êtes admis partout. En fait. On va refaire un petit appel, mes chers interlocuteurs, pour savoir potentiellement à qui on pourrait donner les offres. Donc, si vous voulez bien, je regarde un petit peu, bac littéraire admis, c'est parfait. Ok. Bon, j'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Il y a encore des questions, n'hésitez pas. Marjorie, c'est là où tu as révisé pour chanter une chanson. Non ? C'est maintenant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais juste répondre à une question. Il y a deux questions que je pense qu'on peut regrouper par rapport à l'entretien, aux tests et aux entretiens pour l'entrée à l'école. Donc, c'était une question de Noémie et Mathéo. En fait, donc, les tests et les entretiens, il va y avoir un entretien donc, avec Monsieur Popov. Il y aura un petit test de logique. Voilà, c'est classique. Il y aura un autre test où on va vous montrer un peu de pratique ostéo et on vous demandera juste de refaire. En fait, le but de ces tests et de ces entretiens, c'est donc c'est pour voir la motivation en fait de l'élève à devenir ostéo ou en tout cas à rentrer dans ce cursus ostéopathique. Je pense, vous me direz, Monsieur Popov, si je me trompe, mais je pense que une personne qui a 10 de moyenne au bac, mais qui a une motivation qui est présente, en tout cas pour le métier et pour ses études, il reste quand même extrêmement intéressant, en tout cas pour l'école, parce que moi, en tout cas, en tant qu'élève de 5e année, je pense que
la motivation, en fait, c'est ce qui nous fait tenir et c'est ce qui nous fait, en tout cas, chercher à être le meilleur dans notre pratique. Ouais, c'est ça. Je réponds à Constant qui pose la question, ostéo du sport, c'est quoi? C'est un ostéo qui s'occupe de sportifs. Alors après, vous allez, nous on a toute une partie qui est dédiée à la gestion de tout ça. Et après, il existe des formations spécifiques en ostéopathie, notamment un de nos enseignants et amis, Thierry Liévois, qui a créé un DU, un diplôme universitaire d'ostéopathie du sport. Et on a donc une possibilité de pouvoir s'inscrire, bien évidemment, quand vous êtes diplômé de l'ATSA, sur des conditions particulières, un DU d'ostéopathie du sport. Voilà. Alors, faut-il réserver un appel pour avoir les tests offerts? Oui, ça a bugué et je n'ai pas entendu. Oui, c'est bien de réserver un appel parce que ça nous permettra, nous, de faire un petit débrief avant de vous faire venir pour les tests. D'accord? Donc, on va discuter quand même. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu avant que vous ne veniez pour les tests, en fait. Pour répondre à Madeleine. Constant, est-ce que j'ai répondu à votre voilà. N'hésitez pas. Voilà. Vers l'ostéo du sport se fait après le diplôme. Alors oui, parce que pour Iliana, ça se fait. Vous commencez à développer vos aptitudes pendant votre formation, mais pendant la formation de base, en fait, faut savoir que le contenu de la formation est défini par décret. C'est-à-dire que, là je réponds à Iliana, c'est que le contenu de la formation est défini par décret. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi quand vous avez une formation en ostéopathie. Vous êtes tenu de remplir un cahier des charges et ce cahier des charges vous impose ce que vous devez présenter comme cours, etc., etc. Donc, et c'est à la suite de ça, pour les gens qui sont intéressés, que la formation se précise. Je me demande s'il y a des cours de langue dès la première année. Alors non, vous allez avoir des cours d'anglais à partir de la 3e année. À partir de la 3e année, des cours d'anglais. Voilà. Moi, on est même en train alors ça c'est un petit scoop, hein. Alors, les élèves ici présents ne sont pas au courant, donc c'est vous que je lance un scoop. Je réponds à Emeline. Je pense qu'on va y avoir on va même créer une certification, une certification bilingue en ostéopathie. C'est-à-dire on va essayer de faire passer peut-être le TOEIC de l'ostéopathie à l'école. C'est-à-dire ça m'intéresse. Ça marche pour les enfants. Non, t'es trop vieille, toi, Prune, c'est fini. On étudie en ce moment la possibilité de créer une attestation bilingue. Voilà. Mais à partir de la 3e année, vous avez de l'anglais. En 5e année, vous avez Rénal Delis qui vous fait des cours en anglais complètement. L'idée, c'est que on va pas faire de vous des bilingues, mais l'idée, c'est que vous soyez capable de réaliser une consultation de base en anglais. En fait. Constant, pour 2022, est-ce utile de faire les démarches maintenant ou c'est encore trop tôt? Vous pouvez les faire maintenant, vous pouvez venir nous rencontrer. Après, passer les tests, c'est peut-être un petit peu tôt, mais moi, je vous engage à venir dès que vous êtes OK. Donc, pas besoin de passer par Parcoursup pour les entretiens. Tout à fait, Noémie. On n'a pas l'admission dans les écoles d'ostéopathie, et notamment à ça, se fait hors Parcoursup. Conseillez-vous des chaînes YouTube, etc. Je pense particulièrement à Majeur Mouvement, qui est kiné, qui m'a particulièrement encore plus motivé. Je ne connais pas. Malheureusement, Mathéo, pour répondre à Mathéo, je ne connais pas je ne connais pas. Il y a une question pour Marjorie, je pense, et Paul, il y a une question sur l'environnement autour de l'école. Qu'est-ce que vous pensez de la ville et du cadre autour de l'école? De la ville et du cadre autour de l'école?
Du coup, on n'est pas dans Lyon même, hein, donc on n'est pas non plus dans une ville-ville, donc c'est un petit peu différent. Et l'air de rien, on a tout, enfin les transports, on a un parking si on vient en voiture c'est très pratique. On a de quoi manger pas loin au cas où, enfin c'est pas mal. Ça reste quand même pas mal situé pour. Peut-être préciser qu'on est qu'on est quand même dans un parc assez vert, hein. Oui, on a de la verdure, donc c'est vrai qu'en été, on peut en fait on peut manger en extérieur et c'est assez sympa. Et puis il y a un étang pas loin aussi où on peut aller. Enfin, c'est plutôt tranquille en fait comme endroit, donc rien que pour les études c'est aussi mieux. Ouais, le site est assez apaisant. Voilà, c'est assez silencieux, donc il n'y a pas non plus trop de soucis là-dessus. Malheureusement, il fait nuit là parce que je suis à mon bureau à l'école. J'aurais pu vous faire un petit coup de webcam pour vous faire voir l'environnement, mais malheureusement, je peux pas. Après, il y a une vidéo du coup sur le site si vous voulez voir un peu l'environnement qui est autour de l'école, où en fait on voit un peu l'école où elle est située, on voit les coupons de verdure aussi, des choses comme ça si jamais. Et je vois une question, avez-vous des chambres à l'école? Non. Non, il n'y a pas de chambre. Alors après, il y a une espèce de tradition qui se fait quand les cinquièmes années lâchent leur colloque ou leur chambre, ils laissent les coordonnées en fait au sein de l'école. Donc c'est extrêmement facile et ça on vous accompagne pour trouver une chambre d'étudiant. On peut vous accompagner ici au sein de l'école parce que c'est absolument pas une problématique dans le coin. Il y a une question pour toi, je pense, Marjorie. Sur le BDE. Ouais. Je peux vous répondre parce que j'ai fait partie du BDE du coup de l'année passée, il y a 2 ans. Donc oui, effectivement, il y a un bureau des étudiants qui s'occupe de toutes les promos. C'est pas un BDE par promo. Et du coup, normalement, en cas de Covid, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais normalement, il y a des soirées qui sont faites pour justement introduire un peu tout le monde, pour que les promotions puissent se mélanger un peu entre elles, qu'il y ait en fait, voilà, ce fameux lien qu'on cherche, vu que c'est une petite école un peu de famille et d'entraide, du coup, aussi entre les étudiants. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui se font par le BDE. Il y a des goodies, donc des vêtements, des choses comme ça. On a aussi des matériaux au niveau des tables d'ostéo, des coussins, des draps, des choses comme ça aussi qui sont vendus par le BDE à des prix un peu moindres. Et après, ça dépend des BDE parce que ça peut changer chaque année. Donc, il y a des nouveautés qui peuvent arriver. Il y a plein de choses comme ça. Ouais, le BDE est assez actif. Hein. Oui, il est assez présent. Il est très présent. Après, c'est un BDE d'une petite école. Voilà, il faut considérer que c'est un BDE de petite école. C'est pas une université. Hein, donc, voilà. C'est pas non plus des gros budgets, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il est très actif. Il y a 2 ans, on a commencé les week-ends d'intégration. Donc malheureusement cette année, ça n'a pas pu être fait. Mais voilà, on a commencé ça, les week-ends de ski aussi qu'on a commencé l'année passée. On a un BDS aussi qui s'était ouvert, mais malheureusement cette année aussi c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a pas mal de choses pour que il y ait une vie étudiante et que les promos puissent se mélanger et qu'on puisse quand même profiter un petit peu de nos études, même s'il faut quand même bosser. Ouais, donc n'hésitez pas je relance un petit peu, mais à venir profiter de ces petits moments où je vais pouvoir vous accueillir au téléphone avant de vous accueillir ici à l'école. Paul, je te fais la question qu'on a dû déjà te poser 2000 fois depuis que tu fais de l'ostéopathie. Il y a Constant qui demande ce que c'est que la différence entre un kiné et un ostéo. Alors, oui, en effet, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors, déjà, en fait, la kinésithérapie et l'ostéopathie, on va pas avoir la même action, on va pas rechercher la même chose. Alors oui, on va essayer de rechercher du mouvement, mais pas par des choses différentes. C'est-à-dire que le kinésithérapeute va travailler sur le muscle en lui-même, sur des lésions musculaires ou au niveau articulaire sur des ligaments. Alors que nous, on va vraiment essayer de trouver déjà la cause en fait du problème du patient, que ce soit au niveau crânien, que ce soit au niveau viscéral ou tout simplement au niveau articulaire. Après, de toute façon, l'ostéopathie et la kinésithérapie, comme l'écologie, je pense en tout cas que ce sont 3 professions où nous pouvons avoir un impact en tout cas
sur la vie quotidienne de nos patients. Et donc, ce sont aussi des professions où on peut travailler avec. Voilà. Bien sûr. Ce sont des professions qui sont totalement complémentaires, tu as raison, Paul. Après, la principale différence, quand même, pour répondre à ta question, Constance, c'est que l'ostéopathie, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, si tu as suivi ma démonstration, c'est que l'ostéopathie a l'autonomie de son diagnostic. C'est-à-dire que quand tu es ostéopathe, c'est toi qui décides ce que tu vas faire à ton patient. C'est toi déjà qui décides si tu vas pouvoir le traiter ou pas. Alors que le kiné est un exécutant. Le kiné, il va réaliser ce que le médecin lui demande de faire. Donc voilà. En fait, on travaille dans la même corporation, mais on n'a pas le même impact. Et surtout, c'est pas substitutif. C'est-à-dire que si tu as mal au dos, par exemple, ou si tu as quelque chose qui va pas, c'est pas le kiné ou le médecin. Et très souvent, c'est le kiné. C'est pas le kiné ou l'ostéo, pardon. C'est le kiné et l'ostéo. D'accord. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, il y a aussi la vision globale que peut avoir un ostéopathe, alors qu'un kiné est beaucoup plus symptomatique. Voilà. Tu viens, par exemple, aller chercher, c'est tout à fait ça. L'ergothérapie, alors c'est pas tout à fait pareil, l'ergothérapie, hein, c'est même complètement… oui, c'est aussi complémentaire, mais là, tu es dans un… C'est pareil que le kiné, c'est la même différence avec le kiné pour l'ostéo. L'ostéo, Prune vient de parler d'une problématique à l'épaule, par exemple. Et ben, vous allez chez le kiné, vous allez faire un peu de bol-néo, il va vous masser l'épaule, etc. Vous allez chez l'ostéo, parfois vous allez avoir la surprise que l'ostéo, pour aller résoudre votre problème d'épaule, il va manipuler votre cheville. Alors j'exagère un petit peu, mais il va considérer que vous avez des problèmes d'appui, votre cheville fonctionne pas bien, et puis ça vient se répercuter sur votre bassin, puis votre bassin il est déséquilibré, donc ça déséquilibre votre ceinture scapulaire, c'est-à-dire vos épaules, et puis ça déclenche votre douleur d'épaule. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Constant? Voilà, il y a d'autres interrogations? Prune, est-ce que tu penses qu'on est passé à côté de choses est-ce qu'on est passé à côté de choses importantes? Non, je pense qu'on a dit les choses les plus essentielles, en tout cas, à mon sens. Paul, Marjorie? Les questions ont été posées, la plupart ont été répondues. Oui, j'ai regardé un petit peu et je pense qu'on a répondu à toutes les questions, en tout cas, qui ont été posées. Si jamais on n'a pas répondu, n'hésitez pas à remettre un petit message. Oui, c'est possible qu'on en ait loupé. Oui. Après, encore une fois, hein, vous avez par intermédiaire de la plateforme la possibilité. Et quoi qu'il en soit, hein, allez pour les gens qui se sentent pas forcément très à l'aise dans l'exercice de questions-réponses à l'écrit ou autre, allez sur notre site internet, venez nous rencontrer. Il y a une question, si jamais, qui vient d'apparaître. Ah oui, sur les finances et les bourses. Sur les finances, alors, les écoles d'ostéopathie sont des écoles privées. Donc, à partir du moment où vous faites ça dans des établissements privés, vous n'avez malheureusement pas accès à des finances ou à des bourses. Après, nous, on a des partenaires historiques de l'école qui facilitent, par exemple, des financements sur des prêts étudiants qui sont avec des taux qui sont extrêmement intéressants, surtout aujourd'hui. On a des taux à moins de 1% sur les prêts étudiants. Donc, mais malheureusement, les écoles étant des écoles privées, il n'y a pas de possibilité, malheureusement, de possibilité de bourse. Si vous voulez. Il y avait passé à côté. Il y avait Iliana qui demandait s'il y avait des événements sportifs. Alors je sais que passé un temps, il y avait des collaborations avec d'autres instituts. Avec d'autres écoles, oui. Il y en avait par exemple pour le rugby ou des choses comme ça. Ouais. Et là, du coup, cette année, ça a été. Le Covid, c'est compliqué. Malheureusement, mais en tout cas, il y en a eu et c'est fort possible que ça reparte dès que ce sera possible. En fait, c'est juste qu'en ce moment, il y a tout qui est un petit peu
ralenti malheureusement, mais on en a fait et le BDE, je pense que… Oui, voilà, je pense que plus tard, mais… quand ça va repartir, quand le temps va… Quand le temps va enfin, quand la situation nous le permettra, ça repartira, bien évidemment. Exactement, mais pour le moment, il y a un peu d'autres choses qui se font. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller récupérer vos offres. Hein. Allez récupérer les offres pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse déjà discuter. Vous savez que même en dehors d'une inscription en ostéo, faites profiter de ces offres, notamment des consultations. Alors ça, c'est pour Paul et Marjorie, hein, pour qu'ils puissent vous traiter à la clinique, puisque ce seront eux, c'est eux, enfin pas que les deux, hein, parce qu'ils ne sont pas que deux. Oui. On est 29, mais vous inquiétez, c'est bon. Mais ils feront partie des gens qui vous accueilleront et puis qui vous apporteront du confort pour vos maux divers et variés. Donc n'hésitez pas à aller récupérer vos offres, à la fois vos places qui, encore une fois, en vous faisant connaître, en ayant suivi le webinaire là, et puis surtout aller récupérer l'offre pour que ceux qui veulent venir nous rencontrer, on puisse leur faire la gratuité des tests. Encore une fois, ces tests, hein, venez les passer. Paul et Prune vous ont expliqué un petit peu en quoi ils consistaient, et surtout ça ne vous engage absolument à rien. Ce n'est pas parce que vous venez passer les tests que vous serez obligatoirement inscrit chez nous de force. Mais une fois que vous allez venir, vous n'allez plus pouvoir repartir. Vous verrez. Voilà, je crois que si on a répondu à tout le monde, on va pouvoir libérer tout le monde. Il y a une dernière question. Les tests seront à la suite de chaque journée portes ouvertes. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une session de test qui est organisée après chaque journée porte ouverte. Donc voilà, vous, pour ce qui est des journées portes ouvertes avec les problèmes de confinement, etc., pour ceux qui décideraient de le faire samedi, bien évidemment, on vous envoie une convocation qui vous permettent de vous déplacer, etc., etc. Alors, sachez quand même, je ne vous l'ai pas dit, mais ce sera quoi qu'il en soit, ça vous sera précisé par mail quand… pour la journée porte ouverte, vous aurez l'accès à l'école se fait sous condition quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut le masque, bien suivre les conditions des distances de sécurité, bien vous lever les mains à l'entrée de l'école, etc., etc. Mais tout est indiqué et on vous accueillera dans la sérénité par rapport à ça. Donc pas d'inquiétude. Il faut savoir que oui, on n'en a pas parlé, mais bon, on en parlera pour ceux qui veulent. On a adapté les conditions Covid, hein, bien évidemment, puisque les cours en promo complète ne se font plus malheureusement au sein de l'établissement. Là, ils se font en visioconférence. Mais par contre, on a eu l'autorisation de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, de pouvoir conserver les cours de pratique. Donc, toute la pratique, tous les cours de TD se font à l'établissement. Donc, on n'a pas perdu la main et nos étudiants restent bien actifs, n'est-ce pas jeunes hommes et jeunes filles? Toujours. On est toujours actifs. Voilà, donc écoutez, on va, je pense, mettre fin à cette petite conférence. Un immense merci à Prune. Prune, ça m'a fait plaisir de te revoir. Avec plaisir. Tu sais que tu es pas loin, hein, tu sais que bon, tu es venu il n'y a pas longtemps, je le sais, mais tu sais que l'école, c'est un peu chez toi. Hein, donc, tu viens boire un café, tu viens quand tu as envie. C'est toujours un plaisir de te voir. Merci. Merci à Paul. Merci à Marjorie. Nous, on se voit la semaine prochaine. Hein, oui, d'office. Les cours continuent. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, merci et surtout, merci à vous tous d'avoir été patients, d'être venus à nous jusqu'au bout. Et puis, encore une fois, on vous attend avec impatience. Venez nous rencontrer. Vous serez accueillis comme il se doit, avec grand plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous et merci à tous. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.